Madame, Monsieur, bonsoir. Les relations Maroc-France au menu de questions d'actu ce soir. Alors que fallait-il retenir de la visite de la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, au Maroc? Les outputs de cette visite sont-ils à la hauteur des ambitions affichées? La réponse dans cette émission en compagnie de nos experts. Sur la question du Sahara marocain, pour reprendre les termes du ministre marocain des Affaires étrangères, eh bien, le Royaume n'a jamais considéré la position française sur cette question comme négative, mais à Nasser Bourita d'encourager à adapter et à rénover. Et dans ce cadre, le discours royal du 20 août dernier est on ne peut plus clair. Je cite le souverain: le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats qu'il établit. Fin de citation. Libre alors à la France de considérer cette variable dans son équation avec le Maroc. Alors en attendant ces rencontres de haut niveau annoncées pour le premier trimestre de l'année prochaine, arrêt ce soir sur ce qui fait ces relations maroco-françaises et de leur évolution à l'avenir en compagnie de mes invités ce soir. Tout d'abord, j'ai plaisir d'accueillir sur ce plateau de questions d'actu professeur Mostafa Srimi, professeur de droit et politologue. Bonsoir professeur Srimi, bienvenue. Bonsoir. Et par Skype depuis Dubaï, professeur Mohamed Badine Liatioui, professeur de relations internationales, directeur du master en diplomatie à l'université américaine aux Émirats AUI. Bonsoir professeur Liatioui, c'est un plaisir de vous accueillir parmi nous. Bonsoir et merci pour cette invitation. Marhaba. Et par Skype, toujours depuis Casablanca, cette fois, Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie à l'ESCA. Bonsoir, professeur Adel. Bienvenue à vous également. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, professeur Srimi, on commence, comme d'habitude, par contextualiser cette visite historique. Elle intervient après une année, je ne dirais pas de brouille diplomatique, mais en tout cas, le ciel n'était pas très clair sur Rabat et Paris. Vous êtes un peu nuancé. Je veux dire par là qu'il n'y avait pas une crise, c'est vrai, il n'y avait pas une crise, mais il y avait un froid glacial depuis plus d'un an, en particulier depuis la mesure qui avait été prise par le président Macron à la fin septembre 2021 de réduire les visas. Pour ce qui est du Maroc, 50%, l'Algérie, 50%, la Tunisie, 30%. C'est une mesure qui était une mesure forte, qui a été très mal interprétée, probablement qu'on aura l'occasion d'y revenir, en tout cas très mal reçue par l'opinion publique citoyenne marocaine. Il n'y a pas que ça. Il y a tout un contexte qu'il faut rappeler, qui a conduit à cette situation-là, qui s'est aggravée d'ailleurs avec cette histoire de visa. C'est le fait que depuis la fin 2020, la diplomatie française avait fraîchement accueilli, pour rester dans la nuance, fraîchement accueilli le processus de redéploiement de l'action diplomatique du Maroc en direction des États-Unis avec les accords d'Abraham et le processus de renormalisation, si je puis dire, des relations avec l'État d'Israël. C'est une donnée majeure, ça. C'est une donnée majeure. Pourquoi? Parce que Paris a pris conscience du fait que le Maroc avait une autonomie de décision dans sa diplomatie, qu'il n'avait pas besoin de prendre l'avis du Quai d'Orsay, qu'il y avait une politique royale tout à fait autonome, attestée par des actes et des mesures. Et donc, sur ce plan-là, il y a eu un climat de fraîcheur qui n'a pas amélioré la situation. J'ajoute un autre élément, si vous voulez, parce que c'est un phénomène de couche géologique, de sédimentation. Une couche s'ajoute à une autre, etc. C'est le dynamisme de la politique marocaine en Afrique de l'Ouest en particulier, qui fait que le Maroc et les entreprises marocaines sont extrêmement actives dans l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest, avec des grandes sociétés marocaines, en télécom, groupes immobiliers, banques, assurances, formation, tout ça, etc. Et qu'évidemment, ça a été ressenti comme une réduction qui allait se faire et qui s'est faite d'ailleurs des parts de marché de la France dans cette région, donc de l'Afrique occidentale. Donc nous en étions là, et puis il y a eu aussi, faut le dire, l'affaire Pegasus,
en juillet 2021, où toute une campagne, vous vous en souvenez, avait été menée par les médias d'État français, France 24. France 24, c'est un organe quasi officiel du Quai d'Orsay, il faut bien le dire, etc., pour impliquer le Maroc dans cette affaire de logiciels espions, allant jusqu'à dire que le président Macron était donc espionné, que le chef d'État algérien était espionné, que des hommes politiques, etc. Et ça a été très mal accueilli, d'ailleurs, au Maroc, qui a réagi de manière sévère, qui a d'ailleurs engagé une procédure judiciaire à cet effet. Et puis, ça ne nous concerne pas, parce que ça concerne qui? Ça concerne une société privée israélienne qui a vendu des logiciels. C'est à une enquête internationale à faire le point sur ce dossier, et c'est aux autorités françaises à diligenter des procédures dans ce sens. Donc tout ça a créé un climat. Je vous signale que quand l'affaire Pegasus est sortie en France, le président français a convoqué le jour même, à 17h, un conseil de défense, comme s'il y avait une menace majeure à ce sujet. Et donc tout ça fait qu'au total, le Maroc a considéré qu'il y avait des actes cumulatifs, inamicaux, complété par l'affaire des visas, et que tout ça devait être mis sur la table pour un processus de normalisation, d'où, enfin, la visite de la ministre des Affaires. Ce n'est pas le Maroc qui était demandeur, rappelons-le. Bien sûr, vous avez raison de le dire, et je vais enchaîner sur ce point précis avant de continuer. La preuve est faite maintenant qu'il y a une gouvernance diplomatique marocaine qui a des codes clairs et transparents. Vous voulez avoir de bons rapports avec le royaume, il y a une grille de comportement et d'indicateurs. On l'a vérifié avec l'Espagne, une crise pendant un an, on l'a vérifié avec l'Allemagne, je n'ai pas besoin de le rappeler, les spectateurs le savent, on l'a vérifié avec d'autres pays, etc. Et donc maintenant, c'est clair, si vous voulez de bons rapports avec le Maroc, il y a un certain nombre de comportements, un certain nombre de principes qu'il faut respecter. Ça a mis 1 an, ça a mis 14 mois avec l'affaire des visas, beaucoup de désagréments pour la communauté marocaine. Il y a des voyages familiaux, il y a des étudiants qui ont perdu des années scolaires, il y a beaucoup de problèmes du fait que nous avons une grande communauté marocaine en France, vous le savez, avec les liens qu'il y a. Nous avons une communauté française de 55 000 personnes, etc. Et donc maintenant, à quelque chose, malheur et bon, si je puis dire, Paris sait que pour avoir des relations normalisées dans le cadre d'un partenariat d'exception qui est déclaré officiellement, il y a des actes, il y a des comportements, et c'est la seule façon d'arriver à cela. Madame Colonna, ministre française des Affaires étrangères, l'a dit et l'a répété. On en prend acte et nous souhaitons évidemment, sur ces bases-là, renouer des rapports privilégiés avec un partenaire traditionnel qu'est la France. Est-ce que cette annonce qui a été faite à l'issue donc de cette visite, ou en tout cas en marge de sa visite au Maroc, de la visite de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, le fait de rétablir ces octrois de visa, de rétablir la normalité d'octroi de visa, ça ne veut pas dire que toutes les demandes seront reçues avec un accord, mais en tout cas, on va revenir à l'avant 2019, avant que la campagne présidentielle, j'ai envie de dire, ne commence en France et que ces resserrements d'octroi de visa ne soient imposés au Maroc, en l'occurrence. Professeur Liatioui, est-ce que c'est suffisant pour réchauffer des relations diplomatiques, sans oublier aussi que, n'est-ce pas, l'attitude qui a été adoptée par la chef de la diplomatie française était plus vers, c'est-à-dire un peu, il y avait comme un sentiment ou une touche d'émotion même dans son attitude à cette ministre des Affaires étrangères. Alors, pour répondre à votre question, non, c'était clairement insuffisant. Alors, si on se place d'un point de vue marocain, c'est clairement insuffisant. Pour les Français, quand on lit un peu la presse française depuis quelques jours, les Français pensent que parce que la question des visas a été, entre guillemets, résolue, ils pensent que désormais tout est terminé et qu'on va revenir à la relation d'antan. Sauf que le ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita,
l'a bien expliqué directement ou indirectement, et des fois avec des silences qui en disaient long, ou des messages un peu codés, un peu cryptés, mais qui étaient faciles à comprendre pour les Marocains. C'est-à-dire qu'il y a une véritable difficulté, et le professeur Simi l'a bien contextualisé, parfaitement même. On a un Maroc qui veut mettre en avant son autonomie de décision. On a un Maroc, à travers le dernier discours de Sa Majesté le Roi, et même les discours précédents, où il y a un véritable projet d'autonomie de la politique étrangère, de l'autonomie de décision, mais aussi une nécessité de clarification chez les partenaires du Maroc sur le dossier du Sahara marocain. Et le discours de Catherine Colonna, elle aurait pu faire ce discours, j'ai envie de dire, il y a 5 ans. Si vous enlevez la partie sur les visas, tout le reste, on aurait pu le dire il y a 5 ans. Et je pense que l'erreur de communication chez Catherine Colonna vient du fait que elle a voulu, comme vous l'avez dit, la Khadija, jouer sur l'émotion et sur la profondeur historique des relations. Et la question des visas, bien sûr, ça touche aux familles, comme l'a dit le professeur Srimi, ça touche au travail des gens, à leurs études, etc. Elle pensait que juste avec cette question-là, tout serait réglé et tout reviendrait, on va dire, à la normale quelque part. Mais la relation entre le Maroc et la France est une relation complexe, qui a toujours été une relation, bien sûr, on va dire, assez positive sur tout un tas d'aspects. Mais la question du Sahara et le manque de clarté dans la position française, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, ne permet pas aujourd'hui de dire que la visite de Catherine Colonna est un succès diplomatique. Et moi, je dirais que, pour les conclure là-dessus, il y a un problème du côté de la diplomatie française, pas seulement du Quai d'Orsay, mais aussi de la cellule diplomatique de l'Élysée, un manque de connaissance de l'évolution du Maroc, un manque de compréhension des nouvelles priorités du Maroc. Et j'ai l'impression que ces gens-là, que ce soit au Quai d'Orsay ou bien à l'Élysée, la cellule diplomatique, ils voient le Maroc comme le Maroc d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans, ce qui est une grave erreur quand on fait finalement de la diplomatie et quand on est à la tête d'un pays aussi important que la France. Oui, alors vous avez parlé justement, moi je veux m'arrêter sur ce point de connaissance, de méconnaissance. Ou pas d'ailleurs, ou de mauvaises connaissances du Maroc par ceux qui prennent les décisions. Alors il y a le Quai d'Orsay, il y a aussi, qui a été évoqué à juste titre, cette cellule diplomatique de l'Élysée, qu'est-ce qu'elle pèse déjà, et aussi qui prend ces décisions. Et si, Nabila Adel, vous nous décriviez un peu le processus ou ces liens entre le Quai d'Orsay et l'Élysée sur des questions aussi sensibles et délicate que celle qui nous intéresse aujourd'hui, en l'occurrence dans Question d'Actu, qui nous intéresse tout simplement géographiquement parce que nous sommes au Maroc. Pourquoi autant de méconnaissance? Alors, selon certains observateurs, quand il y a un changement des équipes, eh bien, les anciennes équipes étaient plus conscientes et mieux informées, entre guillemets, des sujets touchy pour le Maroc et vice-versa. Est-ce qu'il y a eu un changement? Comment ce genre de décisions sont-elles prises? Est-ce qu'elles prennent en considération les spécificités, les sensibilités de chaque pays? Et surtout, est-ce que c'est aussi une question de moyens? Écoutez, la relation de la France avec ses anciennes colonies est toujours une relation assez complexe. Okay. Aujourd'hui, depuis la construction européenne, la France ne regarde plus du côté de la Méditerranée et de l'Afrique, mais plus du côté de l'Europe. Et donc, le gros de ses efforts diplomatiques vont vers la construction européenne et vers le relation avec l'Europe et avec les autres grandes puissances. Du coup, on voit la teneur qui est donnée à la relation avec la rive sud de la Méditerranée. C'est toujours sur des dossiers pointus, ponctuels, et où il y a une forte charge émotionnelle de part et d'autre. Alors, il faut pas oublier que la vague de froid entre le Maroc et la France a commencé dès le mandat du président Hollande. Et s'est poursuivi avec le président Macron. Mais on a vu une série de vexations de part et d'autre qui ont commencé par
la maladresse qui a été commise du temps de Hollande avec monsieur Hmouchi et qui a conduit vraiment à un chapitre assez sombre dans les relations entre le Maroc et la France. Il y a une partie de méconnaissance, effectivement, il y a une partie de méconnaissance. Nous sommes dans un régime qui est passé d'un régime où le président avait un septennat à un président qui a un quinquennat, donc tout s'emballe plus rapidement. Et donc, ça conduit au fait que les dossiers ne soient pas traités avec autant de profondeur et de calme et de raison que c'était le cas pendant que la France était. Mais une politique étrangère, est-ce qu'elle dépend vraiment d'un quinquennat ou d'un septennat d'un chef de l'État? C'est ça ma question. C'est pour ça que je demandais par rapport au process de prise de décision. Est-ce que le Quai d'Orsay, où on le sait, on connaît le poids du Quai d'Orsay par rapport à l'Élysée? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien un establishment en France qui fait que on garde un certain cap dans les décisions et dans les relations étrangères, justement. Alors quand on voit la suite de ces gestes parfois maladroits, on a le droit de se poser la question. Est-ce qu'au Quai d'Orsay, on a toujours ces responsables qui avaient la profondeur historique nécessaire pour lire des pays comme le Maroc, qui ont une histoire millénaire, qui ont une tradition, qui ont des traditions d'État assez anciennes, avec lesquelles on ne peut pas se comporter comme c'était une république bananière. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ces équipes sont en train d'apprendre qu'on ne met pas de pression sur le Maroc. Et d'ailleurs, sur cette histoire de visa, le calcul était qu'en mettant la pression sur le peuple, et sur les citoyens vont mettre une pression sur le gouvernement qui va finir par obtempérer. Les Marocains ne mettent pas de pression sur le gouvernement, ils ont trouvé d'autres solutions. Et donc là, c'est la France qui est revenue à de meilleurs sentiments parce qu'elle a compris que ce qui était acceptable pendant une période électorale pour satisfaire l'extrême droite ne peut pas servir de politique à long terme avec des partenaires aussi solides, aussi non. Maintenant, il y a un autre élément sur lequel il faut pas, qu'on ne doit pas perdre de vue. C'est que, en matière de relations internationales, vous avez l'importance économique qui joue un grand rôle. Certes, le Maroc peut être considéré comme un partenaire important pour la France, mais ce n'est pas le plus important. La France a des partenaires beaucoup plus importants au Moyen-Orient, en Asie, en Europe, en Amérique. Et donc, dans son agenda diplomatique, l'attention qui est donnée est beaucoup plus importante vis-à-vis d'un pays comme la Turquie que par rapport à un pays comme le Maroc. Pour des raisons géostratégiques, géoéconomiques, pour des raisons qui sont liées aux tailles des pays. Donc, il y a des relations privilégiées qu'entretient la France avec le Maroc sur plusieurs fronts, mais parfois, l'importance des sujets fait qu'elle n'est pas à l'abri de ce genre d'enjeux. Un commentaire, Mostafa Sahimi, je sais que vous vouliez rebondir sur le Quai d'Orsay et sur précisément la politique étrangère de la France. Un élément d'information peut-être qu'il faut rappeler, c'est que le président Macron a décidé de dissoudre le corps spécifique du ministère des Affaires étrangères. C'est important. Ce que pour la première fois dans l'histoire du Quai d'Orsay, il y a eu une grève. Il y a une grève au Quai d'Orsay à ce sujet. C'est-à-dire, son idée, c'est de dire, il n'y a plus de diplomates spécialisés, tout le monde peut être diplomate, on peut venir du privé, du public, etc. Et donc, ça pose un problème de relation entre le Quai d'Orsay et la cellule diplomatique de l'Élysée. C'est un élément important. Deuxième élément, qui a la haute main sur la diplomatie, sur ces bases-là? Il faut faire une différence entre la période actuelle, où il y a Mme Colonna qui est ministre depuis 6 mois, et son prédécesseur, Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian est un des éléphants du Parti socialiste, c'est connu. Il est connu également qu'il avait beaucoup d'affinités à l'endroit de l'Algérie, et pas beaucoup à l'endroit du Maroc. Ça ne cachait pas, d'ailleurs. Voilà, vous savez qu'il a même fait des déclarations qui lui avaient valu une mise au point de notre ministre des Affaires étrangères à propos, il faut le dire à nos téléspectateurs, à propos des visas chinois, où il avait dit oui, mais le Maroc n'est pas la Chine, parce qu'on lui avait fait remarquer qu'il y avait déjà des mesures de restriction. Autre point à ajouter, M. Macron a un univers culturel et politique
qui est très éloigné des problèmes de la rive sud, du monde arabe et du Maghreb. Moi, j'ai beaucoup étudié la personnalité du président Macron et c'est même ses références philosophiques, vous le savez, Ricoeur, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui est dans un monde particulier, qui est celui de la haute finance, des banques, de la City de Londres, etc. Et il ne dispose pas des éléments explicatifs, historiques, culturels et autres, lui permettant de mieux appréhender les réalités arabes et maghrébines. D'ailleurs, question, est-ce qu'il y a une politique arabe de la France aujourd'hui? Il n'y en a pas. Encore plus grave, est-ce qu'il y a une politique africaine de la France aujourd'hui? Parce que ça, c'est là vraiment où la différence est politique flagrante. Arabe. Parce qu'à la limite, politique arabe. Il s'est focalisé sur le Liban, vous avez vu ce que ça a donné. Absolument. Il ne s'occupe pas du tout de la question palestinienne, c'est évident. Est-ce qu'il y a une politique en direction de la Méditerranée? Pas le moins du monde. Plus encore, a-t-il une politique à l'endroit de l'Afrique? Quand vous voyez les conditions dans lesquelles sa politique s'est manifestée, conduisant au ressentiment des peuples africains à l'endroit de la France. Et ça, c'est quelque chose qui va rester, c'est important. Et le retrait difficile, il faut bien le dire, de l'opération Barkhane avec les manifestations. J'enchaîne. Y a-t-il une politique du président Macron à l'endroit du Maghreb? Pas du tout. Et nous sommes en divergence avec la politique française pour la région. Sur quoi? Nous sommes en désaccord sur ce qui se passe en Libye. Et oui, la position de la France en Libye n'est pas celle du Maroc. Le Maroc est pour une solution entière, impliquant tout le monde, et pas le choix entre le gouvernement de Tripoli et le gouvernement de Tobruk, vous le savez. Encore plus le différentiel pour ce qui est de la Tunisie. Qui soutient le président tunisien? Il n'y a que le président français qui soutient le président tunisien. Et le président algérien. Qui d'ailleurs a eu pour ces élections parlementaires 8,8% de participation électorale. C'était le meilleur des aveux démocratiques qui puisse. Qui soutient le régime algérien? Contre vents et marées, c'était Jean-Yves Le Drian, mais c'est aussi le président Macron parce qu'il s'est fixé une mission, c'est de tourner la page du contentieux mémoriel entre les deux peuples, les deux pays. Ça, c'est une autre affaire. Enfin, pour la question du Sahara, il faut bien en parler. Là, c'est juste de dire, comme l'a rappelé Madame Colonna, et comme l'a d'ailleurs réitéré notre ministre des Affaires étrangères à Saint-Brutal, que la France a constamment soutenu la question nationale devant les instances internationales, en particulier au Conseil de sécurité. Le reproche qui est fait à la France, c'est pas de ne pas soutenir, c'est de rester dans une position figée. Neutre. Figée. Non, est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est gris? Voilà, parlons justement de la position française. Je vous réponds. Moustapha Srimi, est-ce qu'elle est neutre? Est-ce qu'elle est grise? Est-ce qu'elle est, comment dirais-je, impartiale? Je sais pas. Je rentre pas dans votre équation. Si vous le permettez, je vais m'en expliquer. Pourquoi? Je dis que c'est une position rigide et une position de confort. Oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire soutien du projet depuis 2007. La France sur ça s'est toujours mobilisée, avec davantage d'activisme d'ailleurs du président Chirac et du président Sarkozy. C'était moins activiste avec le président Hollande, mais c'était le cas. C'est le président Macron aussi. Mais ce qu'on attend de la France, c'est quoi? C'est de ne pas rester à gérer une situation de rente frileuse au moment où la question nationale connaît tellement de changements. L'interpellation marocaine qui a été faite par le ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs, lors du point de presse, c'est de dire que le Maroc a changé en interne dans sa diplomatie. La France a changé, l'environnement international a changé. Ce qu'on attend de Paris sur la question nationale, c'est qu'elle prenne compte du fait que les termes de référence de la question nationale du Sahara doivent être mieux considérés. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de la position américaine, la première puissance mondiale qui reconnaît la marocanité des provinces sahariennes. Il s'agit de la révision importante faite par des pays comme l'Allemagne, comme l'Espagne, les Pays-Bas et d'autres parties, etc. Et on ne peut pas s'accommoder, compte tenu précisément des liens spécifiques
et du partenariat d'exception invoqué par Madame Colonna lors de son point de presse, on ne peut pas s'accommoder d'une gestion paresseuse, frileuse de ce dossier. Il faut oser. Alors, elle a réitéré... Est-ce qu'elle apporte quelque chose de nouveau, cette visite, finalement, par rapport à cette question? D'abord, la reprise du contact. Oui. Ah oui, mais vous savez, pendant l'année 2022, permettez-moi de vous le rappeler, on n'a eu que 2 ministres de départements secondaires qui sont venus. Commerce, celui du commerce, celui de transport. Donc on attend, sur ce plan-là, il y a une forte attente, et une attente légitime du Maroc. Nous continuerons à œuvrer pour que Paris s'aligne sur les positions de grands pays européens qui sont membres de l'Union européenne et avec lesquels, d'ailleurs, nous n'avons pas le même degré de partenariat, ni la même intensité, ni le même périmètre. Très bien. Professeur Badil Yatioui, je voudrais revenir sur cette déclaration du ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, qui rappelle que le Maroc considère qu'il est temps de définir des positions par rapport à l'objectif du processus onusien et non par rapport au processus lui-même. Fin de citation. Peut-être expliquer cet amalgame que la France semble ignorer. Alors, la France a un problème fondamental par rapport à la déclaration de M. Bourita, c'est que Nasser Bourita demande quelque part une clarification et une adaptation au nouveau contexte, comme l'a dit le professeur Sahimi. Et cette nécessité pour le Maroc, en fait, on ne la voit pas arriver. Puisque ce qui est reproché par le Maroc à la France, quelque part, c'est d'avoir une position qui est figée, de dire oui, on soutient le plan d'autonomie, oui, c'est une base sérieuse, oui, c'est très bien, oui, on vous a défendu à l'ONU, c'est très bien. Mais ça, c'était sur les dernières années. Le contexte a considérablement changé. L'ancienne puissance occupante, l'Espagne, a changé de position et reconnaît la souveraineté quelque part marocaine sur le Sahara avec son changement de position. Les États-Unis, c'est plus que clair. L'Allemagne se rapproche de nous, c'est la première puissance économique de l'Union européenne. Et la France, qui, selon Madame Colonna, est une amie, a des relations spécifiques, il faut aller de l'avant, etc., n'est pas capable de clarifier la situation. Donc Nasser Bourita, ce qu'il voulait dire là-dessus, c'est que quelque part, au-delà de la dialectique et au-delà du vocabulaire, on va dire, et du jargon juridique du droit international qui est de dire on soutient le plan d'autonomie, on veut désormais des actes concrets. C'est-à-dire que quand vous avez des pays, les Émirats arabes unis par exemple, où je vis, quand vous avez des pays africains, quand vous avez des pays latino-américains qui ouvrent des consulats dans les provinces du Sud, là, vous avez une preuve d'amitié. Vous savez, l'amitié, c'est comme l'amour, en fait. Ça n'existe pas. Il n'y a que des preuves d'amour, d'amitié. Vous voyez ? Donc, on peut dire le Maroc est mon ami, mais s'il n'y a pas de preuve d'amitié, c'est assez difficile à croire. Vous voyez ? Est-ce qu'il y a des preuves plus de condescendance? Que ça revient souvent dans les commentaires d'observateurs et d'analystes. Il y a cette touche, cette French touch de condescendance et de paternalisme. Merci, professeur Sahimi. Voilà, c'est cela. C'est exactement ça. C'est l'idée de se dire, en fait, moi, Madame Colonna, ministre des Affaires étrangères de la France, je vais venir, je vais faire une conférence de presse, je vais dire les visas, on va revenir à la situation antérieure, et puis tout va être réglé. Je vais dire aux Marocains que je les aime, que la France les aime, qu'on a des bonnes relations, et tout va s'arranger comme si de rien n'était. Oui. Sauf qu'on en revient à ce que mes deux collègues ont très bien expliqué. On est face à une situation où on a à la fois un Maroc qui a changé et une France qui n'a pas changé. C'est ça. Donc, difficile de se rencontrer. C'est-à-dire, le Maroc a de nouvelles exigences et la France continue de voir le Maroc selon ses anciennes exigences. Vous voyez, donc c'est très difficile de s'entendre, de se comprendre et quelque part aussi d'avancer. Et ça pose un problème pour les prochains mois et les prochaines années, c'est que est-il possible de rester dans cette situation, j'ai envie de dire ad vitam aeternam, si on exagère un peu. Puisque là, on a l'impression qu'en fait, c'est un dialogue de sourds. Et le Maroc, quelque part, peut continuer, on va dire comme ça, puisque ça lui permet d'avancer sur d'autres partenariats
Et c'est quelque part, au niveau économique, je ne sais pas si on en parlera, mais au niveau économique, même si la France reste premier investisseur, deuxième partenaire commercial, on peut se demander si ça dure encore plusieurs années, si des pays comme l'Allemagne, l'Espagne qui est déjà un partenaire clé, pourquoi pas les États-Unis et bien évidemment la Chine et encore d'autres, pourquoi pas développer plus de relations avec ces pays-là. Tout ça va être très très intéressant à suivre, vraiment. Mais la France s'est fait damer le pion en termes d'investissement direct étranger par les États-Unis. Donc maintenant, la France est deuxième investisseur étranger au Maroc. Alors, justement, je reviens au point que vous évoquiez tout à l'heure, Nabil Adel. Sur l'importance économique du Maroc, comme quoi le Maroc est moins important que la Turquie. Bon, je caricature un peu vos propos, mais en gros, est-ce que la position qu'avait le Maroc avant a changé vis-à-vis de l'investisseur français, ou au contraire, c'est parce que le Maroc, mais encore selon nombre d'analystes, tarde à clarifier sa position sur certains investissements lourds français, en l'occurrence au Maroc, que la France joue un peu à ce jeu-là? Alors, d'abord, le Maroc entreprend les investissements qu'il veut, avec qui il veut. C'est une position souveraine et personne n'a le droit de dicter nos choix en la matière. Oui, certainement. Mais est-ce que c'est justement, c'est pour ne pas influencer davantage ces choix qu'on met un peu, ce qu'on appelle un peu la pression, hein, non, en fait, qui est un peu obsolète comme technique, hein, parce que voilà, c'est révolu. Juste une chose, quand on prend la présence du Maroc en Afrique, c'est pas une présence qui vient en concurrence avec celle de la France. Pour une raison très simple, c'est que les secteurs sur lesquels se positionne le Maroc ne sont pas des secteurs qui vont concurrencer la France. Il y a des entreprises marocaines dans l'infrastructure, professeur Adel. Les banques. Par exemple, sur les grands projets, les barrages, les routes, les centrales nucléaires, l'armement, les grands projets d'industrie, les exports de voitures et autres. Donc, nous ne positionnons pas sur le même créneau. Et d'ailleurs, le Maroc est beaucoup moins présent en Afrique que certains partenaires tels que la Chine, par exemple. Non, mais c'est incomparable. Voilà, c'est ça. Vous avez raison. C'est pour dire que c'est pas la présence du Maroc en Afrique, notamment de l'Ouest, qui va gêner les intérêts français. Souvent, on n'est pas sur des projets, ou très peu de projets, on est en concurrence directe. La France se positionne sur de grands projets où le niveau d'exigence technologique est très élevé. Le Maroc sur des projets de finance, d'avance, de banque, où d'ailleurs la France est en train de sortir de ces pays. Et dans beaucoup de cas, les entreprises marocaines ont racheté des intérêts français dans certains pays. C'est pour vous dire, ce n'est pas aussi tranché que cela. Maintenant, pour répondre plus à votre question, est-ce que le fait que le Maroc tarde à se positionner sur certains projets, ça explique un petit peu l'attitude de la France. Alors, juste sur le dossier central du Maroc, le reste est que du bout. Mais sur le dossier central de la France, du Maroc, à savoir l'intégrité territoriale. Il faut dire que si aujourd'hui la position de la France reste figée par rapport à ses autres partenaires qui ont vu leur position évoluer, c'est que la France a peur de l'Algérie. Et la peur de la réaction de l'Algérie. C'est quand vous déplacez la moitié de votre gouvernement. C'est quand même grave ce que vous dites là, Nabil Adel. Et je l'assume. Pourquoi alors peur de l'Algérie. Voilà, alors la violence de la réaction algérienne à l'égard de la position française, espagnole, donne un avant-goût sur ce que sera sa réaction si la France venait à franchir le pas. Parce que si la France franchit le pas, c'est bon, le dossier est clôturé. Et donc, là, c'est quand même une démarche lourde de conséquences pour la France qui ne peut pas apporter un franc soutien au Maroc parce que là, elle va s'aliéner pour une longue période le voisin de l'Est, même s'il va y venir. La roue de l'histoire a tourné et ce dossier est presque clos. Maintenant, la France est coincée entre un dossier qui est en train de lui échapper parce que l'environnement change, le Maroc change et la position de beaucoup de partenaires change, et le blocage que va lui faire un partenaire qui est l'Algérie, qui lui fait du chantage mémoriel, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit,
lui fait du chantage mémoriel, il lui fait du chantage sur beaucoup d'éléments. Donc aujourd'hui, la France est dans une position qui est très inconfortable. Elle devra choisir, elle devra trancher. Et certainement, ça viendra en faveur du Maroc parce qu'il y va de ses intérêts. Sinon, elle va être doublée par d'autres puissances qui aujourd'hui sont en train de se positionner, notamment sur les provinces du Sud, où là, l'avenir de la partie ouest de l'Afrique va se jouer. Mais pour le moment, elle y va en hésitant. Comment je vais passer la pilule? Je suis en train de perdre du temps, mais si j'annonce une position frontale sur ce dossier, je risque d'avoir une réaction à l'espagnol que je vais devoir gérer dans le temps. Elle va y venir. Maintenant, il faut juste trouver le moyen. Mais aujourd'hui, la France sait que c'est un dossier qui est en train de plier. Il y a récemment l'Uruguay qui vient de geler ses relations avec la pseudo-entité. Donc, il y a une accélération du mouvement de l'histoire sur cette région. La France reste en retrait. Et d'ailleurs, si la ministre des Affaires étrangères dit que notre position n'a pas changé et que nous avons toujours soutenu le plan d'autonomie, mais nous, on veut plus, elle finira par venir, mais pour le moment, elle doit gérer un héritage qui n'est pas simple, un régime qui n'est pas simple, et pour le moment, je pense qu'elle n'a pas encore trouvé les codes pour le faire. Oui, professeur Srimi, vous allez rebondir. J'ai pris bonne note de ce qu'a dit mon collègue et ami à l'instant, avec des nuances, si vous le permettez. La première nuance, c'est que la percée économique et commerciale du Maroc, notamment en Afrique de l'Ouest, mais pas que. Regardez tout ce qui est fait par le groupe OCP en Éthiopie, au Kenya, etc. Il y a une diplomatie par ailleurs. Mais pour ce qui est de l'Afrique occidentale, la percée du royaume a réduit les parts de marché des sociétés françaises et également préempté des parts potentielles de marché revenant aux entreprises françaises. Ça, c'est indiscutable, notamment pour ce qui est des banques, assurances, télécoms, formation, tout ça, etc. Il faut voir les opérateurs français de la Chambre de commerce, d'ailleurs, les opérateurs marocains. Il y a un dynamisme important, à telle enseigne que le Maroc, je l'ai dit, est le premier investisseur en Afrique. Donc, contrairement à ce qu'avance Nabil Adel, pour vous, il y a concurrence. Il y a compétition quand même sur cette partie de l'Afrique. Parce que c'était un marché quasiment captif. C'est-à-dire, les entreprises françaises avaient les marchés parce qu'il y avait la pression du politique français. Les gouvernements africains en place se pliaient évidemment à ces décisions et ça fonctionnait comme ça. Le Maroc est venu déranger cette manière de faire. Deuxième point, pour ce qui est des marchés des marchés marocains pouvant intéresser les entreprises françaises. Bien sûr que le Maroc est souverain pour donner, suivant les règles donc relatives à l'attribution des marchés, les réponses qu'il veut. Mais il ne faut pas non plus être naïf. Il est bien évident qu'il y avait un paramètre politique qui jouait pour donner des marchés à des entreprises françaises, espagnoles ou autres, plutôt qu'à des entreprises mexicaines de Malaisie ou d'ailleurs. Ça a toujours joué, ça a toujours fonctionné comme ça, parce que c'est une politique économique, etc. Autre point, pour ce qui est des relations entre Paris et Alger, mon collègue dit que Paris n'a pas de marge de manœuvre. Je pense que si, il y a une marge de manœuvre qui est possible. Laquelle? Aucun régime algérien depuis 1999, depuis l'accession de Bouteflika à la présidence de la République, n'a été installé sans le soutien, sinon le parrainage de Paris. Je pèse mes mots. Ça s'est toujours fait comme ça. Et quand il y a eu le vide législatif et présidentiel lié donc à la démission du président Bouteflika donc en avril de 2019, Paris était partie prenante de manière informelle pour piloter, avec des dirigeants algériens, notamment des dirigeants généraux, pour voir quelle était la formule de transition. Ça, c'est des faits historiques. Dernier point, quel est le régime qui soutient aujourd'hui le plus le président Tebboune? C'est Paris, c'est évident, prenez la carte. Il y a des intérêts économiques à droite, à gauche, etc. Donc Paris ne peut pas assumer
manque de courage sûrement de ne pas assumer le coût d'une reconnaissance pleine et entière de la marocanité des provinces sahariennes, mais c'est un coup politique qu'il faut envisager. Après tout, ça peut commencer par des actes. L'ouverture d'un consulat général de France à Dakhla ou à Laayoune. Pourquoi ? Il y a des Français qui sont là-bas, il y a des sociétés françaises. Ça justifie, du point de vue de droit international, l'ouverture d'un consulat général. Enfin, dernier point que vous avez évoqué sur la question nationale, qui a été rappelé d'ailleurs par notre ministre des Affaires étrangères, c'est la différence entre deux niveaux d'analyse. Premier niveau d'analyse, le soutien au processus de paix. Deux, l'objectif recherché. Deuxième niveau, l'objectif recherché. Nous sommes aujourd'hui au niveau 1, celui d'un processus onusien qui est soutenu par la communauté internationale, sauf l'Algérie et le mouvement séparatiste, vous savez, l'Afrique du Sud, etc. Et donc, il s'agit de se mobiliser tous pour faire avancer ce processus. Comment ? En réactivant la mission de l'envoyé personnel de l'ONU, Stéphane de Mistura, et donc en organisant une troisième table ronde, suite aux deux précédentes tables rondes. Paris soutient ça. Mais ce n'est pas ce qu'on attend de Paris. Ce qu'on attend de Paris, c'est que ce pays nous accompagne pour se mobiliser, pour que ce processus-là débouche sur quelque chose. Nous ne sommes pas dans un schéma virtuel d'un processus qu'il faut organiser. On va se retrouver au Conseil de sécurité tous les ans, etc. C'est un processus qui est engagé, c'est une méthodologie pour arriver à des résultats. Ce que vous dites, c'est que le Maroc demande plus, non seulement de clarté, mais aussi d'action évidemment, à la France. Vous avez raison, c'est-à-dire une mobilisation. Il ne s'agit pas, parce que la version minimale, c'est de dire je soutiens le processus, je soutiens le retour de la mission de Stéphane de Mistura et le processus, mais il faut aller plus loin. Tout le monde soutient, c'est une résolution du Conseil de sécurité qui a consacré ça à la 2654 du 27 octobre dernier. On attend de Paris, compte tenu du statut invoqué par Paris dans ses relations avec Rabat, partenariat d'exception, la profondeur historique, les liens, l'émotion. Vous avez vu le morceau qu'on a eu, etc. Ça suffit pas. Le Maroc ne saurait se contenter de ces déclarations. Il attend des actes et des actes d'appui et de soutien. Très bien. Mohamed Badil Yatioui, un dernier mot, parce que là, il nous reste un peu moins de 10 minutes avant la fin de cette émission, et j'aimerais vraiment qu'on n'occulte pas un point très important. Il s'agit de l'influence même de la France dans notre région. Alors, on ne peut pas parler de politique sans le culturel. Et après cette histoire de visa, déjà qu'un sentiment, j'ai pas envie de dire anti-français, parce qu'on le dit chez des pays frères africains aujourd'hui, il y a un sentiment anti-français clair. Vous ne citez que les deux exemples du Mali et du Burkina Faso. Aujourd'hui, au Maroc, on le voit, l'opinion publique était quelque peu réticente par rapport à certains actes de la France. Aujourd'hui, il y a un rejet d'abord de la langue française. Je dirais, beaucoup de jeunes Marocains se tournent vers l'anglais. Je dirais distanciation. Distanciation. Voilà. C'est plus diplomatique. Covid est toujours là. Alors, de distanciation par rapport à la culture française, et même pas de rejet, mais en tout cas, on est passé à autre chose. Même pour aller faire ses études, on préfère aujourd'hui envoyer ses enfants ailleurs qu'en France. Mohamed Badil Yatioui, c'est inédit quand même dans cette histoire, dans ces liens historiques qui lient le Royaume du Maroc à l'Hexagone. Oui, alors je suis d'accord avec vous, mais ce qu'il faut voir, c'est que moi, mon interprétation de ce phénomène, c'est que les jeunes que vous évoquiez vont plutôt privilégier la langue anglaise. Oui. Et en fait, on a une jeunesse marocaine, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit la région au Maroc, qui a très bien compris les enjeux de la globalisation et qui a compris que la langue de la globalisation était la langue anglaise, clairement. Et face à ça, on a en parallèle, c'est-à-dire au même moment, une restriction des visas, une politique aussi en France au niveau intérieur depuis des années où on dit du mal de l'islam, on dit du mal des musulmans. Tout à fait. Vous voyez, les Maghrébins, etc. Ça s'est très bien vu lors de cette Coupe du Monde. Tout à fait. Alors là, c'était vraiment flagrant. Exactement. Et en fait, je pense que la mise en parallèle de le contexte
la globalisation, on a besoin de parler anglais, etc. Parce que les jeunes Marocains se rendent compte d'une chose, c'est que s'ils veulent intégrer les meilleurs postes au Maroc à l'avenir, il faudrait qu'ils aient la maîtrise de la langue anglaise. Mais ça ne veut pas dire, en aucun cas, ça veut dire qu'on doit abandonner complètement la langue française. Oui, elle nous servira peut-être, mais vous savez, les Marocains ont vécu pendant des siècles sans la langue française, donc ils peuvent très bien vivre les prochains siècles sans la langue française. Tout est une question d'opportunité. Et si face à cela, on a du mépris, on a un manque de clarté par rapport aux priorités pour le Maroc, et la première des priorités, c'est la question nationale, la question du Sahara, on a face à cela forcément un désenchantement. Et ce désenchantement va faire qu'on aura de plus en plus de personnes qui vont finir par se dire il vaut mieux apprendre l'anglais qu'apprendre le français, puisque au final, les Français qui se disent être nos amis ne font rien pour montrer qu'ils sont vraiment nos amis, la question des actes dont on parlait. Et en plus de ça, on n'a même plus beaucoup d'intérêt à apprendre la langue française uniquement et à être uniquement francophone et arabophone. On a un intérêt en tant que Marocain d'un point de vue individuel de Marocains, mais aussi d'un point de vue national, d'avoir plus de connexion avec la langue anglaise. Ce qui va poser problème à court terme, c'est la question, on va dire, des structures. Le réseau francophone est très bien implanté au Maroc, pour des raisons évidentes, historiques. Si on a, on va dire, une augmentation d'ouverture d'écoles anglophones, qu'elles soient britanniques, américaines ou autres, peu importe, peut-être qu'on aura aussi, il y a la question du coût, parce qu'elles sont beaucoup plus chères, 2,5 à 3 fois plus chères que les écoles françaises, mais aussi parce qu'elles sont peu nombreuses, je pense. Vous savez, c'est l'offre et la demande, c'est toujours pareil. Si vous avez un réseau qui s'étend dans les principales villes du royaume, pourquoi pas avoir des prix plus attractifs et quelque part plus proches de ceux des écoles françaises. Et ça va être un vrai problème pour la France, bien plus que pour le Maroc. Parce que le Maroc n'a pas besoin d'aller jusqu'au sentiment anti-français comme dans les pays que vous avez évoqués. Déjà, c'est pas dans la nature marocaine, j'ai envie de vous dire, d'être anti. Mais les Marocains ont tout intérêt, vous voyez, à parler plusieurs langues, à enseigner, moi c'est mon cas, dans plusieurs langues, à lire en plusieurs langues, à regarder des films en plusieurs langues. Et ça peut être que bénéfique pour le Maroc, quel que soit le secteur d'activité, dans le monde industriel, dans le secteur financier, les assurances, etc. Et bien évidemment, dans le secteur touristique. Donc on a intérêt à sérieusement se pencher sur cette réforme-là. Et le gouvernement français, à ce moment-là, je vous assure que s'il y a des désinscriptions d'écoles françaises pour aller vers des écoles anglophones, là, ça sera vraiment une autre discussion avec Paris. Et je pense que là, on parlera plus d'amitié, mais de fraternité. Égalité. Bon, c'est très, en tout cas, je pense que la métaphore est d'autant plus vraie quand on sait que plus de 10%, en tout cas 12% des étudiants étrangers sont d'origine marocaine en France et qu'à cause de cette histoire de visa, il y a eu des cas de changement de destination pour suivre ses études. Des années universitaires perdues. Absolument. Nabil Adel, on a parlé de cette influence, on a parlé de ce volet culturel. Justement, on n'oublie pas cette agence française de développement, ses engagements au Maroc sont assez conséquents. C'est d'ailleurs le premier pays d'intervention de l'AFD dans le monde. Que signifie cela ? Ça signifie que nous sommes encore en train de vivre sur une histoire qui a été construite pendant une longue période, mais que les dirigeants actuels sont en train de dilapider d'une manière inutile et regrettable. Quand on voit un petit peu la libération de la parole haineuse à l'égard d'anciens partenaires, comme le Maroc à l'occasion justement de la Coupe du Monde, quand on a vu les médias, quand est-ce qu'ils ont déversé sur le Maroc juste avant le match de la demi-finale, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que cette influence que la France a mis des années, voire même des décennies à construire au Maroc, ailleurs d'ailleurs, mais surtout au Maroc, puisque c'est notre sujet ce soir, est en train de disparaître parce que aujourd'hui, personne ne veut aller dans un pays où il va se sentir mal à l'aise pendant plusieurs années. Les âmes de ses études, on le traite de tous les noms dans les médias, on insulte sa religion, on insulte son prophète, on insulte sa civilisation, on le regarde de haut. Mais aujourd'hui, on dirait que l'intelligentsia française ne se rend pas compte du tort qu'ils sont en train de faire à leur pays en adoptant pareille attitude. Aujourd'hui, la France compte quelques 300, 400 millions de personnes qui parlent sa langue, dont
millions au Maghreb. C'est-à-dire que sans le Maghreb, qui continue à maintenir, à défendre la culture française, c'est une culture qui va se réduire comme une peau de chagrin. Et aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, on fait tout pour éloigner la jeunesse de cette langue, de cette culture et de cette influence. Donc aujourd'hui, les gens vont plutôt vers des pays anglo-saxons, et même quand ils ont le choix d'aller vers des pays francophones, ben ça va être la Suisse, ça va être la Belgique, ça va être le Canada, et de moins en moins en France. Aujourd'hui, s'il y a passez-moi l'expression, s'il y a un stock de 10 à 12% en France, c'est parce qu'il y a encore un écho historique. Mais vous allez voir, au fur et à mesure que les années passent, c'est un flux qui va aller en baissant. D'abord parce que la France perd en compétitivité en matière d'attraction des cerveaux, mais surtout par cette attitude qui est arrogante et qui est complètement décomplexée. Et on dit dans les médias ce qu'on n'oserait même pas dire en privé. Et ça, ce sont des choses que les jeunes voient. Aujourd'hui, le Maroc d'aujourd'hui, le Maroc d'hier, il y a des choses qu'on n'accepte plus. On a fait des progrès significatifs en matière d'infrastructure, en matière d'enseignement, en matière d'éducation, en matière d'égalité hommes-femmes, en matière de démocratie, et on n'accepte plus ce genre de langage hautain, que d'ailleurs même Sa Majesté Mohamed Hassan II avait dénoncé dans son livre La mémoire d'un roi, et qui aujourd'hui revient avec une force qui frôle le ridicule. Absolument. Merci beaucoup, Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie à l'ESCA. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci, professeur Sahimi. Merci à vous. Merci à vous également, Mohamed Badine Yatioui, professeur de relations internationales et directeur du Master en diplomatie de l'Université américaine aux Émirats. Merci à vous également pour votre participation à Questions d'Actu. Et bien sûr, mes remerciements vont également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. Très bonne suite des programmes.